Et la lourde tâche de parler du après, c'est-à-dire qu'une fois qu'on n'a pas pu faire le dépistage préconceptionnel, on va faire du dépistage néonatal. Donc, pour parler du dépistage néonatal d'aujourd'hui, il faut savoir vers où on va aller. Après, il faut qu'on parle de ce qui se passait autrefois. Alors, le but du dépistage néonatal, initialement, c'était dépister des maladies, même rares, alors probablement des maladies génétiques, pour les traiter. Et probablement, en fait, puisqu'on parle beaucoup de thérapie ciblée, finalement, on était déjà dans de la thérapie ciblée. Alors, la première maladie qui a été dépistée en France, c'est la phénylcétonurie en 1972. Et puis après, il y a eu, un enchaînement, j'ai pris le mauvais pointeur, un enchaînement de dépistage de plein d'autres maladies jusqu'à la mucoviscidose en 2002. Et tout ça est réalisé en population générale. Alors pourquoi un dépistage néonatal ? On l'a vu, dans 19 à 20% des cas, ces maladies sont extrêmes. Enfin, les maladies néonatales et anténatales, ça représente 19% de la population. Il y avait plusieurs critères de dépistage de ces pathologies. Il faut que ça soit simple, que ça soit peu coûteux, que ça soit rapide, pour lequel on est sûr que c'est des maladies qui sont graves et qu'on ne peut pas dépister juste en regardant le patient. C'est difficile à la naissance, le bébé, de dire qu'il a une hypothyroïdie congénitale. Alors tout ça est extrêmement réglementé. On ne peut pas faire du dépistage néonatal de tout et n'importe quoi. Il y a une liste très précise de pathologies pour lesquelles ce dépistage est autorisé. Donc il y a une déclaration, l'ABM décide ce qui va être dépisté, puis après il y a un cadre réglementaire associé. Ce dépistage se fait sur un Guthrie. Initialement, on était un dépistage comme ça. Puis après, on s'est retrouvé avec un autre dépistage où on fait signer la mère, souvent c'est la mère, ou les parents, et pour lequel, la plupart du temps, le parent ne sait absolument pas ce qu'il signe. Je ne sais pas si vous en avez eu l'expérience. Je l'ai faite, moi. J'ai refusé de signer le Guthrie pour mon premier enfant. Ça a été la guerre thermonucléaire dans un grand hôpital parisien. Et personne n'a été capable de m'expliquer pourquoi il fallait que je signe le Guthrie. Donc, je vous laisse apprécier ce qui est apporté comme information aux parents. En dehors du fait qu'on fait signer une analyse génétique et que les gens ne sont pas au courant que c'est une analyse génétique qui est signée, on va, avec le dépistage actuellement de la mucoviscidose, tel qu'il est fait avec la trypsine, puis après le test génétique, faire un test génétique chez un nouveau-né sur 200, alors que l'incidence de la mucoviscidose est 1 sur 4500, et on va donc dépister plein d'hétérozygotes. On n'est plus dans du dépistage néonatal de la maladie, mais dans du dépistage d'hétérozygotes également, ce qui fait poser des questions sur quelle est l'application du texte de loi sur le dépistage asymptomatique ou présymptomatique des personnes. Alors, juste une petite photographie de ce dépistage néonatal sur l'année 2013, si je ne dis pas de bêtises, où finalement on s'aperçoit que les incidences ne sont pas si élevées que ça. Il y a eu plus de 800 000 personnes qui ont été testées, que 193 refus. Ça veut dire qu'il y a quand même une adhésion extrêmement forte de la population, même s'ils ne savent pas ce qu'ils font. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir les incidences. Et cette année-là, la fréquence de la mucoviscidose était de 1 sur 7000 et pas de 1 sur 4300, ce qui est un truc un peu bizarre. Mais voilà. Il y a eu du coup la discussion d'extension à d'autres maladies, parce que on sait bien qu'il n'y a pas que 5 maladies récessives embêtantes en population générale, et donc c'est posé la question d'étendre à une 6e pathologie qui était une pathologie de la bêta-oxydation des acides gras, qui donne en fait des hypoglycémies extrêmement sévères avec un décès de l'enfant. Et pour l'instant c'est stand-by, c'est-à-dire que il y a eu une décision de l'HAS en disant oui, il faut le faire, mais il ne se passe rien, parce qu'il y a quand même des moyens financiers à mettre en face. Qu'est-ce qui se passe à travers l'Europe ? En fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de pays qui vont dépister l'hypothyroïdie congénitale, mais d'autres pathologies. Finalement, nous, on a 5 maladies, mais si on est français et qu'on a un enfant qui naît dans un autre pays, il va avoir un dépistage d'autres maladies qui ne sont pas dépistées en France. Alors, le dépistage néonatal de demain, qu'est-ce que ça va être ? Je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal, mais on peut regarder ce qui se passe ailleurs. Et ailleurs peut être proposé, éventuellement, de faire sur le Guthrie du whole genome sequencing. Alors, on peut pousser le bouchon très 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 loin, comme dans cette publication dans Nature en 2013, où finalement il disait si on fait du séquençage nouvelle génération en grande urgence, en 3 jours, on va répondre, on va sauver des nouveau-nés. C'est quand même assez
assez osé comme information. Alors du coup, on peut se poser des questions. Pourquoi est-ce que parce que le NGS, ça peut dépister beaucoup de maladies, on l'a vu, sans passer par une étape intermédiaire de biochimie, avoir d'emblée les résultats de génétique moléculaire, proposer un conseil génétique. Donc on va aller beaucoup plus vite. Comment on pourrait faire un dépistage néonatal, on va dire, beaucoup plus élargi, en utilisant des panels ou un exome. L'avantage de l'exome, c'est que le séquençage de tous les gènes, c'est que on n'est pas obligé de réactualiser notre panel année en année, et donc on va utiliser le même outil. Pour qui on pourrait proposer ça? Est-ce que c'est pour une population ciblée? Est-ce qu'on va faire ce dépistage, on va dire, élargi aux enfants qui sont en réanimation néonatale, pour lesquels on a besoin d'avoir une réponse urgente pour pouvoir orienter le soin? Ou est-ce qu'on le fait en population générale, comme on l'a débuté en France aujourd'hui, ce dépistage-là? Et il faut savoir que dans certains pays, ils ont des programmes pour voir ce qui se passe, en particulier ce programme BabySec ou Insight, où finalement, ce qui est assez étonnant, c'est quand ils ont questionné la population générale, alors quelle information a été apportée, qu'est-ce qui a été compris, on n'en sait rien, mais globalement, 83% des parents étaient intéressés pour réaliser ce test, d'aller faire un génome chez leur nouveau-né. C'est quand même assez étonnant. Après, se posera la question de savoir est-ce qu'on est face à ce qu'on demande pour un dépistage, c'est-à-dire des histoires de coûts, de rendement, de rapidité, de qualité. Aujourd'hui, on sait qu'un Guthrie, ça coûte environ 5 € par individu. Si on veut rajouter une maladie, il faut rajouter 1 million d'euros sur la table pour les 700 et quelques mille naissances qui existent. Si je fais un exome en trio, comme ce que l'on peut proposer pour faire de l'ultrafast, qu'on fait en recherche, nous par exemple, à Montpellier, chez les enfants qui sont en réanéonatologie, ça va coûter quand même 1 500 €, donc on change d'échelle. Et puis, il faut se méfier, on va discuter des faux positifs, parce qu'on fait des analyses avec une partie in silico, et parfois, pour certains variants génétiques, on ne sait quoi dire. On va avoir des faux positifs. On va dire il est malade, et en fait, il ne le sera pas, ou au contraire, faussement rassuré. Donc, on est très gêné par ces analyses génétiques. C'est probablement, d'ailleurs, le premier frein qu'on aura plus tard, c'est être capable de pouvoir bien interpréter ces variants. Alors, un petit focus sur la littérature, c'est illisible, mais globalement pour dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont commencé dans le cadre de la recherche à se poser ces questions-là, de faire du rapid wall exome ou rapid wall génome, donc du séquençage nouvelle génération de tous les gènes ou de tout l'ADN chez des nouveau-nés, avec des réponses entre 3 jours et 15 jours pour pouvoir répondre à la question. Et on voit que finalement ça commence à être assez prégnant dans la littérature. Au passage, ce qui est intéressant par rapport aux gènes qui sont identifiés par nos collègues américains comme étant des gènes importants à dépister chez un nouveau-né, il y a quand même presque 60% de maladies récessives. Alors ça permet quand même de rebondir sur est-ce qu'on va dépister ces maladies récessives chez un nouveau-né, qui donc va avoir une maladie, ou est-ce qu'il faut dépister cette maladie récessive chez les parents de ce nouveau-né? C'est une question qu'on pourrait se poser. Alors du coup, fleurit des publications sur j'ai fait du whole génome chez un nouveau-né et j'ai identifié un syndrome de Turner. On peut se poser la question de savoir si vraiment c'était utile de faire un whole génome pour un syndrome de Turner. Mais on pourrait aussi se dire qu'on est dans quelque chose d'un peu plus intéressant. Un whole génome, là c'est un whole exome, pardon. Un séquençage de tous les gènes chez un nouveau-né a permis de mettre en évidence un déficit immunitaire sévère. Et là, on se rend bien compte qu'on va avoir une application immédiate en termes de prévention et de soins. Alors du coup, on peut se poser des questions de savoir qu'est-ce que ça va impliquer, ce génome, si on fait un génome ou un exome chez un enfant. D'abord, on sait que l'efficacité va être probablement supérieure qu'au dosage biochimique, parce que sinon, il faudrait faire des dizaines et des dizaines de dosages biochimiques. On a un problème de classification de variants, et puis on a un problème de gestion des données. On va prendre l'exemple, de ces nouveau-nés, chez qui on met en évidence une mutation tronquante BRCA1. Comme ça viendrait à l'idée de personne de se dire on va rendre ce résultat. Le problème, c'est que ce nouveau-né, il n'est pas tout seul, il a des parents. Est-ce que cette information serait utile pour sa maman? Et est-ce que cette information est utile pour les autres membres de la famille? Et finalement, qui doit-on protéger? Est-ce qu'on protège le nouveau-né? Est-ce qu'on protège les membres de la famille? Et ça fait poser la question de savoir à qui appartiennent les données génétiques. Est-ce que les données génétiques appartiennent à l'individu
ou est-ce que les données génétiques appartiennent à la famille? Je ne sais pas répondre à cette question. Avec le décret parentel, on aurait tendance à dire que finalement les données génétiques appartiennent pas à l'individu, puisque si vous faites une analyse génétique et qu'on vous trouve quelque chose qui est important pour les autres membres de la famille, il y a une obligation légale d'aller informer les autres membres de la famille, pas pour vous embêter, mais pour permettre aux autres membres de la famille d'avoir le soin adéquat. Plein d'autres questions, bien évidemment, se posent. Si on devait faire du génome ou de l'exome en dépistage néonatal, c'est quel consentement? Qu'est-ce qu'on ferait de tous les échantillons de sang ou d'ADN qu'on va collecter au fur et à mesure? Il y a des questions éthiques, il y a des questions financières. Et puis après, on se repose la question, effectivement, du dépistage préconceptionnel. Alors, pour moi, personnellement, je pense que toutes ces questions-là, c'est des réflexions pour maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a des plans de médecine génomique qui arrivent en France et on va démarrer, si l'État donne bien l'argent et si les 2 plateformes qui ont été identifiées arrivent à se mettre en place, on va démarrer, probablement fin d'année, début d'année prochaine, de faire des génomes. Et ces génomes, c'est pour tous les patients avec maladie rare et pour tous les patients avec cancer. Alors, je vais me mettre dans la position de j'ai un nouveau-né qui a un syndrome, qui a un problème, une malformation cardiaque pour lequel on n'a rien trouvé en anténatal. Elle est isolée, puis finalement, elle n'est pas isolée. L'enfant se met à convulser. On va avoir envie d'avoir un diagnostic et on va lui faire quoi? On va lui faire un génome. Et qu'est-ce qu'on fait des données secondaires? Qu'est-ce qu'on fait des autres données? Et qu'est-ce qu'on fait de la suite pour les autres membres de la famille? Parce qu'on va faire du préconceptionnel pour d'autres membres de la famille si on rend les résultats. Et je pense que c'est urgent de ne pas attendre, parce que si on attend trop, ça ne va pas bien se finir. Les gens vont aller ailleurs et il va se passer quelque chose. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. J'espère qu'on a gagné un peu de temps.